au début du XXe siècle, vers les années 1915-1920, que ça va correspondre à la première occupation américaine, la notion d'habiter va se modifier. Et les écrivains voudront de plus en plus vouloir sortir de l'habiter d'un monde qui préexisterait à la littérature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde extérieur et la littérature, sa seule fonction, c'est de décrire ce monde extérieur. Mais ils vont aller de plus en plus jusqu'à vouloir d'abord habiter la littérature, un peu comme Heidegger le souligne dans sa fameuse phrase devenue tout à fait universelle, la poésie, c'est l'être de l'habitation. Donc on n'habite pas l'extérieur, on habite la littérature, on habite le mot, le verbe. Le verbe lui-même est une réalité avec laquelle on doit se colter, travailler quand on est un écrivain. Saint-Aude, Magloire Saint-Aude ou Davertige en demeurent les représentants les plus extrêmes. Certains, attirés par les grands courants de pensée de l'heure, essaieront de concilier leur esthétique à une exigence éthique, politique, comme Jacques Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis. D'autres vont essayer, avec le roman paysan, de faire ce qu'on appelle en Haïti le roman paysan. C'est le roman qui, puisqu'il y a la découverte de l'autre, ce qu'on appelle le pays en dehors, que j'ai présenté lors de la leçon et de la dernière, le premier cours, ce qu'on appelle le pays en dehors, c'est-à-dire le monde rural, ce monde qui a donné dos à la culture de la plantation. Parce que si on ne comprend pas cette faille fondamentale, on rate la compréhension d'Haïti. Haïti se constitue, après l'indépendance, en deux, je pourrais dire, sous-branches culturelles, si on peut parler comme ça, pour aller très vite. Les créoles héritiers du legs colonial, le français, la religion catholique, enfin, le code Napoléon, et la grande majorité de ceux qui refusent la plantation. Parce que le système de la plantation va se perpétuer aussi bien dans la Caraïbe qu'en Amérique latine sous forme de la latifundia ou la hacienda. La grande majorité donne dos à ce système. C'est comme si, dans un monde neuf, ils essayaient de reconstruire un monde traditionnel. Une société traditionnelle dans un monde neuf. Donc c'est la petite propriété paysanne, le sens du sacré avec le vaudou, une langue nouvelle, le créole, un mode d'occupation de l'espace autour de la coupe, etc., etc. Donc le 19e siècle, je le fais terminer avec l'occupation américaine. Pourquoi est-ce que je le fais terminer avec l'occupation américaine? C'est après avoir lu ce texte remarquable de Michel Hector et Jean Casimir, qui s'appelle « Le long 19e siècle haïtien », où il montre comment un processus endogène pendant tout le 19e va être brutalement rompu avec l'occupation américaine. Et on paie les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Les premiers changements en profondeur en littérature auront lieu dans un premier moment entre l'année 20 et l'année 40. Et dans un deuxième temps, entre 1940 et l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, soit le début des années 60. Des mutations politiques, sociales et culturelles majeures s'opèrent dans la société haïtienne durant cette période. La fonction de la littérature ainsi que le statut des écrivains vont être modifiés. Et les écrivains déploieront par les mots diverses manières de faire face à l'urgence qui tenaille et diverses manières d'habiter le territoire. On peut avancer 4 axes de réflexion pour cette période entre 1915 et 1960. C'est une période de production littéraire abondante, originale, qui oriente encore aujourd'hui la production poétique ou romanesque en Haïti comme le surréalisme qui continue de nourrir les imaginaires littéraires en France. Donc c'est un moment extrêmement important. Il y a l'avant et il y a ce qui va se passer après. C'est aussi une période de grande ouverture. Et les écrivains intègrent des influences esthétiques d'Amérique latine. Cela, on ne le dit pas assez. L'influence de l'Amérique latine a été très forte dans ce mouvement avec la revue indigène, les États-Unis, la France et l'Afrique.
Le deuxième moment, entre les années 40 et 50, Haïti est un point focal de la Caraïbe, c'est-à-dire c'est un point central. Il y a la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'écrivains s'en vont, quittent l'Europe, et il y a comme une escale obligée en Amérique, et souvent il y a une escale en Haïti. Donc beaucoup de gens sont passés par Haïti à ce moment-là. C'est aussi un point focal, donc des Latino-Américains viennent en Haïti, des Caribéens viennent en Haïti, comme Nicolas Guillen ou Aimé Césaire, des Français passent par Haïti, comme André Breton, et Haïti va inspirer Léo Carpentier pour Le Royaume de ce monde, ainsi que son essai sur le réalisme magique. Césaire va trouver l'inspiration pour son essai sur Toussaint l'Ouverture, ainsi que la tragédie du roi Christophe, etc., etc. Mais c'est une période sur laquelle nous reviendrons. La culture populaire, extrêmement important, quatrième facteur, on la découvre. Vraiment, pour la première fois, on commence à la découvrir. Alors, ce sont les créoles, puisque ce sont eux qui dominent la scène politique et qui ont les rênes du pouvoir. Donc, on commence à découvrir cette culture populaire. On la découvre et elle-même, elle sort de l'ombre. Ce n'est pas une dynamique seulement dans un sens. Je crois qu'il y a une dynamique dans les deux sens. Ce qui met cette culture populaire dans une visibilité inédite, quoique timide. Et je pense qu'elle n'est jamais sortie de cette visibilité depuis lors. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le renouvellement de l'inspiration aussi bien en littérature qu'en peinture qu'en musique, elle commence là, avec cette sortie de l'ombre de la culture populaire. Quels sont les facteurs internes? L'occupation américaine oblige à repenser l'urgence d'habiter. Comment, après avoir fait quelque chose de l'ordre de l'impensable, 1804, on en soit à ce stade en 1915? Alors on se rend compte que l'urgence, ça ne va pas nous quitter. Quand on est un pays du Sud, Haïti, premier pays de ce Sud fabriqué par la modernité, on ne sort pas des rapports Nord-Sud aussi facilement. Voilà. Autre facteur intéressant, c'est que ceux qui vont animer la revue indigène, ce sont les fils de la bourgeoisie mulâtre, partis étudier en France ou ailleurs en Europe, et qui reviennent en Haïti. Et trois écrivains, Roumain, Boire et Marcelin, et Roumain, je peux dire 4, parmi eux vont s'inscrire différemment dans l'île à leur retour. C'est intéressant parce que ce n'est pas seulement en Haïti qu'on observe ce phénomène, il faut partir à l'extérieur pour découvrir le pays auquel on appartient, et c'est au retour qu'on se dit, mais finalement, voilà le pays auquel il a fallu la distance pour réaliser le type d'appartenance qu'on peut avoir par rapport à un pays. Dans un numéro de conjonction consacré, il y a eu 2 numéros de conjonction consacrés à l'indigénisme, Roger Gaillard décrit ces jeunes et les présente ainsi. Profitant de la double hausse du café et du bois de Campèche, des familles entières de gros négociants partirent pour l'Europe. Paris, Londres, Lausanne. Et avec elles, des adolescents impatients de vivre enfin la vie fastueuse de là-bas, et pour quelques-uns déjà grands liseurs, d'en partager l'excitante vie culturelle. Parmi ces jeunes privilégiés, citons Jacques Roumain, Philippe Tauby-Marcelin, Karl Boire, Émile Roumer. Autre élément important, sur la scène littéraire et politique, l'arrivée de nouvelles couches urbaines noires d'origine plus modeste sur la scène littéraire et sur la scène politique. Et parmi eux, la grande figure qui va marquer la pensée haïtienne jusqu'à aujourd'hui, Jean Prexmars, avec la vocation de l'élite et ainsi par la langue. Donc il faut comprendre l'ensemble de ces courants qui se mettent en place au début de ce XXe siècle. Dernier point intéressant pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que déjà à cette époque, il y a une sorte de conscience d'une nécessité d'un repositionnement géographique d'Haïti dans sa région naturelle. Et on le verra dans les textes, comment déjà ça s'exprime à cette époque et comment nous sommes en train de vivre ce phénomène aujourd'hui. La première période, on pourrait dire entre 1920 et 1930,
c'est la fondation de la Revue indigène. Elle est fondée donc par ces jeunes écrivains d'origine bourgeoise, fraîchement revenus dans l'île, et quelques amis de conditions modestes, appartenant pour certains à ces couches urbaines récemment scolarisées, récemment urbanisées.